Donc je vais te laisser la parole pour que tu puisses introduire la candidate suivante, qui est une candidate. Ouais, je pense qu'il y a le lien. Ça marche ? On va savoir juste après. Bon. Alors donc on va profiter de cet intermède pour avancer un petit peu et donc pour inviter Marie-Clotilde Brunet de Montpellier qui va donc nous parler d'un problème important qui est les troubles de conduction post-TAVI et donc mise en place d'une technique de mesure automatique standardisée de la longueur du septum membraneux sur scanner pré-TAVI. Donc Marie-Clotilde, à vous. Bonjour mesdames, messieurs. Donc, merci. Je vais vous parler donc des troubles de conduction. Parlez bien devant le micro. Pardon. Approchez un petit peu. Voilà. Je vais vous parler donc des troubles de conduction post-TAVI avec la recherche d'une technique de mesure automatique standardisée de la longueur du septum membraneux sur les scanners pré-TAVI. Donc c'est dans le travail de mon master. Donc pour rappeler le contexte, le rétrécissement aortique est donc la valvulopathie la plus fréquente en Europe et en Amérique du Nord. En 2002, le professeur Cribier a mis au point le TAVI, qui a su s'affranchir de nombreuses complications comme les fuites périprothétiques et le taux d'AVC, ce qui a permis donc de passer au risque chirurgical fort au risque chirurgical intermédiaire dans l'indication au niveau de l'ESC en 2017. Néanmoins, il y a une complication très importante qui a peu évolué, ce sont les troubles de conduction avec un taux de pacemaker de 2 à 51% selon les études. Pour les troubles de conduction, en fait, on a déjà des facteurs de risque qui sont connus dans la littérature, comme la préexistence de blocs de branche droit. La longueur du septum membraneux commence à être étudiée dans les études depuis 2015 et là 2019. Ce sont les deux grosses études qui parlent de ça. Ce septum membraneux est analysable sur les scanners, mais c'est très compliqué. En fait, il faut passer sur des coupes en double oblique, etc. Donc, c'est pas du tout utilisé dans la pratique clinique quotidienne. Alors que ça permettrait en fait de personnaliser la prise en charge des patients qui vont être opérés par TAVI. Donc l'objectif de notre étude, en fait, c'était de proposer un algorithme de mesure automatique du septum membraneux sur les scanners pré-TAVI, sachant que tout patient qui va avoir un TAVI aura un scanner, donc on n'a pas de surcoût pour les patients. Donc on a pris sur un an tous les patients qui allaient avoir un TAVI et aussi leur scan sur le CHU de Montpellier pour avoir la même qualité de scanner. Et tu exclus bien entendu les patients qui avaient déjà un pacemaker ou des chirurgies au niveau de la valve aortique et de l'aorte ascendante. Et les scanners non interprétables. Pour la mesure du septum membraneux, donc d'abord on fait en manuel simplifié, c'est-à-dire qu'on utilise le logiciel EndoSize qui est utilisé de manière courante pour le sizing des TAVI. Donc on fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on place nos points de fond de cusp, on crée donc notre anneau virtuel et on a notre ligne centrale. Donc ça change rien, vous vous mettez juste au-dessus pour repérer la commission entre la cusp coronaire et la coronaire droite, et en dessous vous avez une reconstruction automatique qui se fait pour avoir une coupe oblique qu'on voit en plan B, qui nous permet de faire notre mesure entre la fin de notre anneau et le début du septum musculaire, donc fin du septum membraneux. Pour la méthode automatique qu'on a pu mettre au point, elle se passe en 4 étapes. Donc premièrement, l'extraction des caractéristiques. Finalement, c'est la même chose qu'en manuel. On est toujours sur le logiciel EndoSize. On met nos 3 fonds de cusp, la ligne centrale et on crée donc notre anneau virtuel. Après l'extraction de la coupe d'intérêt, c'est le même principe qu'en manuel, sauf qu'en fait c'est une manière mathématique de la trouver, puisque le plan est décrit par 2 vecteurs, donc un la tangente de la ligne centrale et l'autre donc entre la commission entre la cusp coronaire et la coronaire droite. Pour la détection de la pointe du septum membraneux, on a utilisé une méthode RCNN, c'est-à-dire qu'on a une base de données qu'on a implantée au logiciel pour qu'il puisse lui-même reparer de manière automatique le septum membraneux. Et l'obtention de la mesure est toute simple, en fait ça va être la distance entre ce point qu'on a retrouvé et sa projection sur l'anneau virtuel. Pour les résultats, donc du coup on a eu une cohorte de 73 patients. Au final 50 patients ont été analysés, il y a à peu près autant de valves type Edwards que de corps valves, et on a 11 patients qui ont été implantés de pacemaker. Donc ça, ce gros tableau, tout ça pour dire que sur l'analyse des facteurs de risque, on retrouve comme les autres études qu'avoir un septum court est un facteur de risque d'implantation de pacemaker de manière significative. Et c'est encore plus significatif avec une meilleure sensibilité et spécificité quand vous ajoutez les troubles de conduction pair et préopératoires.
Ça, pareil, c'est décrit dans la littérature. Pour notre algorithme, en fait, on a une précision moyenne de 1,76 mm avec un temps de calcul de 200 millisecondes en moyenne. Bon. Du coup, du côté clinique, en fait, on retrouve une corrélation avec la littérature pour les facteurs de risque. Il nous manque la profondeur d'implantation et on peut augmenter notre nombre de patients. Pour le côté algorithme de notre mesure, on a un algorithme qui est tout à fait précis, on n'a pas encore le double aveugle, et pareil, on peut augmenter le nombre de scanners. Donc, à savoir que pour l'instant, il y a une étude qui est en cours où on va prendre en compte ces deux problèmes, c'est-à-dire la profondeur d'implantation, le double aveugle et augmenter le nombre de patients. Donc pour conclure, en fait, pourquoi est-ce qu'on s'est attardé sur cette histoire de septum membraneux ? Comme on l'a dit juste avant, on va augmenter notre bassin de population puisqu'en fait on va prendre en charge des patients à risque opératoire intermédiaire. Sauf que donc on a cette complication qui est le pacemaker qu'on ne peut pas tolérer chez des patients qui auraient pu être opérables, sachant qu'en opération, enfin en chirurgie conventionnelle, on a un taux de pacemaker inférieur à 5%. Donc ça permettrait en préopératoire de personnaliser notre prise en charge, soit revoir l'indication, soit le type de valve, sachant que les corps valves ont plus de pacemaker que les Edwards. Voilà, déjà en préopératoire. En péropératoire, on peut à la rigueur un petit peu ajuster la position de notre valve, la mettre peut-être plus haut sur un septum court, sachant qu'en haut vous êtes limité par les ostia coronaires. Et en post-opératoire aussi, ça peut être très intéressant pour la prise en charge de notre patient. C'est-à-dire que les patients, à savoir, est-ce qu'ils vont être admis en soins intensifs, donc scopés, ou est-ce qu'ils peuvent remonter en chambre en hospitalisation conventionnelle, voire rentrer chez eux. Parce que vous avez des troubles de conduction qui peuvent apparaître à J3 alors qu'il ne s'était rien passé jusque-là. Et donc là, un BAV3 en chambre ou à la maison, c'est fatidique. Et l'inverse aussi, mettre des patients en unité de soins intensifs qui a un surcoût alors qu'ils n'en ont pas besoin. Donc ça permettrait aussi de pouvoir élaborer un algorithme en fonction de différents facteurs de risque, savoir qu'est-ce qu'on fait de notre patient en post-opératoire. Et le petit plus, en fait, c'est que à travers ce travail, finalement, le logiciel Endosize a créé un onglet supplémentaire dans la prochaine version pour le septum membraneux. Donc en un clic, on pourra savoir, on aura une idée de la taille de notre septum. Merci. Écoutez, merci pour votre présentation. Je n'ai pas tout compris, hein, je vous le dis sincèrement, parce qu'il y a vraiment des éléments techniques là-dedans qu'un chirurgien cardiaque possède. Alors je crois que dans un premier temps, c'est bien, je vous le dis pour vous, comme pour toutes les personnes qui présentent, peut-être qui se présentent eux-mêmes, quoi, qui nous disent qui ils sont, où ils sont. Voilà, je pense que c'est bien. Le deuxième point, si vous voulez, c'est que j'ai bien compris qu'en pré, per et post-opératoire, donc il y avait probablement un avantage à l'utilisation de ce logiciel, mais je trouve que ça aurait peut-être été intéressant, peut-être encore une fois de plus pour des profanes, je ne sais pas, mais d'avoir un tableau comparatif entre mesures manuelles et ce logiciel, parce que finalement, vous nous exprimez les avantages comme ça sur votre dernière diapositive. Je trouve qu'il eût été intéressant, en tout cas pour moi, que peut-être on puisse comparer, comme ça a été fait d'ailleurs au cours de la présentation précédente, les avantages respectifs et inconvénients respectifs de l'une et de l'autre méthode. Mais... Oui, allez-y, répondez. Du coup, en fait, là, le master, en fait, le but, c'était de mettre au point l'algorithme, si vous voulez. Là, on est en cours de l'étude du double aveugle, de voir justement bien la différence sur les patients, quelle va être la différence au niveau de la taille qu'on a précédée. Là, on a créé l'algorithme, si vous voulez, cette année, dans le cadre du master, mais l'étude est en cours, justement, pour avoir des choses beaucoup plus précises sur, finalement, est-ce que l'algorithme est aussi bien qu'on le décrit, est-ce que, finalement, il va changer notre prise en charge, parce que ça, finalement, c'est ça le but, quoi. Même si on crée des choses, si les gens n'utilisent pas et que ça change rien sur le suivi, finalement, qu'on ait fait attention ou pas, on n'a pas vraiment de différence. Voilà, l'étude est en cours. Ça, c'est vraiment le master où on a mis au point l'algorithme. Oh, très bien. Oui, Dominique et M. Alors, vous avez dit à un moment
si on peut prévoir un risque élevé de pacemaker, il vaut mieux revenir à la solution chirurgicale. Est-ce que vraiment, pour une certaine catégorie de patients, une intervention chirurgicale sur un RAC est moins risquée que de prévoir un TAVI plus un pacemaker? C'est difficile. Hein, quel est votre point de vue? En fait, au début, le TAVI, c'était vraiment pour les patients non opérables ou à risque fort. Donc on a amélioré à la fois les valves et la performance des opérateurs. Donc on a diminué par exemple les fuites périprothétiques, l'auto-AVC, etc. On a toujours le problème du pacemaker qui n'a pas du tout été réglé. Donc là, et pour autant en fait les indications ont été revues à la baisse. Ça veut dire qu'on va mettre des TAVI à des risques intermédiaires. Ça veut dire des patients qui auraient pu tout à fait être opérés, que ça se passe bien. Donc alors qu'aujourd'hui vous allez mettre un TAVI et avoir un pacemaker sur un patient qui aurait pu être opéré, sachant que vous en opération sur par exemple une personne qui a 70 ans, qui n'a pas beaucoup de comorbidité, etc., vous allez mettre un pacemaker alors que ça va augmenter la morbimortalité. Donc sur la chirurgie conventionnelle, vous avez à peu près 2,5% de PMK. Sur le TAVI, vous avez vu, c'est très aléatoire en fonction des études, mais en gros, c'est très fréquent. Donc, mettre un PMK, ça augmente la morbimortalité. Ce n'est pas du tout, enfin, c'est pas raisonnable, alors que le patient aurait pu être opéré, que tout se passe bien et que finalement, il n'est pas de pacemaker, qu'au final, il est un pacemaker alors qu'il n'en aurait pas besoin. Ça augmente la morbimortalité. Parce qu'après, en fait, si vous voulez, vous avez les sondes qui passent dans la tricuspide, donc vous pouvez avoir des fuites tricuspidiennes à une insuffisance ventriculaire droite. Qu'est-ce que vous allez faire après d'un patient en rédux qui a eu un TAVI, et là, vous devriez traiter sa fuite tricuspide chirurgicalement. Et après, vous avez les endocardites sur sonde. Pareil, ça c'est dramatique. Sur un patient qui aurait pu complètement échapper à cette complication. C'est pas anodin en fait d'avoir un pacemaker. Merci, c'est très clair. Oui, bravo pour cette communication. J'ai une question d'ordre méthodologique. Vous avez dit on élimine les scanners non interprétables. Pour moi, quand on fait une étude, une analyse d'une méthode d'investigation, on ne peut pas a priori éliminer ce qui est non interprétable. Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai cru voir qu'il y avait 20 et quelques scanners qui avaient été mis de côté. Qu'est-ce que c'est qu'un scanner non interprétable? Est-ce que c'est un scanner que votre logiciel automatique n'a pas pu interpréter, ou est-ce que c'est vous qui avez décidé qu'il était non interprétable? Bref, je pense que c'est un biais ou une limite importante qu'il aurait été souhaitable de souligner. Alors, pour la petite histoire, au début, je voulais reprendre mes patients de ma thèse qui avait été faite beaucoup plus tôt, c'est-à-dire les scanners étaient de 2015, etc. Et donc, à l'époque, on avait un taux de scanners, comme je vous dis, ininterprétable qui était quasiment de 50%. Donc, j'ai refait une autre étude sur des scans 2018-2019. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'ils sont interprétables pour le TAVI, mais pas pour la mesure du septum membraneux, dans le sens où c'est un problème d'injection. Si l'injection n'est pas très bien faite, vous ne voyez pas la différence entre le gauche et le cœur droit, et donc vous ne voyez pas la petite membrane. Et donc ça fait que vous êtes complètement flou, vous n'arrivez pas à voir du tout à quel niveau on est. Et donc aujourd'hui, on a très peu de scans non interprétables pour le septum membraneux, ce qui est tout à fait intéressant, puisqu'ils sont mieux faits par rapport à 2015. Mais forcément, donc, vous avez quand même des patients donc, peut-être qu'on va améliorer la qualité encore du scanner, puisqu'on a vu une bonne évolution en 2015 et 2018-2019 pour ce problème-là. Mais après, oui, c'est moi, sur ma mesure manuelle, où en fait, je n'arrivais pas du tout à trouver le septum membraneux, puisque en fait, vous n'aviez pas de différence entre VD et VG sur le problème d'injection. Mais après, en fait, c'est le même problème, si vous voulez, sur tous les logiciels, même en DoSize. Quand vous mettez un scanner de moins bonne qualité, toutes les mesures automatiques qui vont être faites vont être plus mauvaises aussi. Mais justement, ce qui est l'intérêt du logiciel en DoSize, c'est qu'il vous propose quelque chose. Par exemple, que ce soit les fonds de cusp, il vous les place. Après, vous pouvez les réajuster. Donc, et après, repartir sur vos calculs en fonction de l'ajustement que vous avez fait de manière personnelle. Une autre question, Hubert? Non? Personne? Dominique? Il y avait un brevet sur cette DoSize?
En fait, j'ai travaillé avec les ingénieurs d'Endosize, mais c'est eux qui ont mis vraiment en place c'était de la discussion. Moi, je n'ai pas du tout les qualités d'ingénieur pour inventer des algorithmes de mesure automatique. Non, mais vous pouvez être celle qui pousse à programmer un projet, parce que c'est quelque chose d'intéressant. On peut créer une boîte autour de ça. Oui, eux, c'est déjà une boîte, donc du coup, je n'ai pas créé une boîte dans la boîte. Je vais pas leur... c'est un travail commun, en fait. C'est par hasard. Merci infiniment Marie-Clotilde pour cette très belle communication qui pose effectivement enfin j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même encore un petit suspense pour savoir un petit peu quelle serait la... En fait, comme je disais, il faut donc vraiment que l'étude soit claire sur le double aveugle pour potentialiser cette histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement on a essayé de simplifier au maximum cette technique pour en un clic avoir une idée du septum membre 2 et voir si ça peut nous aider sur la pratique courante. Merci. En tout cas, c'est très bien. Je crois qu'on est vraiment à un stade intermédiaire de votre étude et on attend avec impatience les prochains résultats. Merci.